Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 24 octobre. La plateforme politique Sauvons la RDC rejette la condamnation de son autorité morale Joseph Kabila et exige un dialogue inclusif sous la médiation de la CENCO. Vous suivrez cette Kikouni porte-parole de ce regroupement politique. À suivre également, c'est une maladie dangereuse mais parfois ignorée, la poliomyélite. Chaque 24 octobre, le monde s'unit pour lutter contre cette pathologie. À l'international, au Gabon, le gouvernement renforce l'intégration nationale à travers le secteur pétrolier. Vous suivrez tout ça dans ce journal. Bonsoir à tous. Dans un communiqué publié ce jour, l'Union Sacrée, plateforme de la majorité présidentielle, annonce avoir enregistré un total de 12 candidatures pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Selon le texte, il reviendra au président de la République de trancher et de désigner le candidat retenu. Parmi les personnalités ayant soumis leur candidature figure Aimé Boji, ancien ministre récemment démissionnaire, Christophe Mbosso également, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, et ainsi que Jean Baudouin Maillot, représentant l'UNC, parti de Vital Kamerhe, à l'instar d'Aimé Boji. Le communiqué mentionne également la participation d'autres candidats, notamment Willy Michiki. La plateforme politique Sauvons la RDC rejette la condamnation de son autorité morale, Joseph Kabila, et exige l'organisation d'un dialogue inclusif sous la médiation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo. Cette position a été rendue publique lors d'une conférence de presse animée ce vendredi à Kinshasa par Seth Kikouni, porte-parole de ce mouvement politique. Didier Ilunga a été témoin de l'événement. Nous reviendrons justement dans ce journal sur cet élément, mais en attendant, nous parlons de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs africains qui se tiendra à Paris le 30 octobre prochain. C'est en prélude de cette conférence que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience à l'ambassadeur de France en RDC pour évaluer la situation humanitaire, particulièrement dans l'est de la RDC. Reportage. L'ambassadeur, Karim. Paris accueille ce 30 octobre une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le sujet était au menu de l'entretien entre le président de la République et l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Pour le diplomate français, l'urgence pour la France consiste à mobiliser la communauté internationale afin de répondre aux besoins humanitaires dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Donc je suis très reconnaissant au chef de l'État d'avoir trouvé le temps de m'accorder une audience pour discuter des sujets d'actualité, de même l'actualité de la semaine prochaine, qui est l'organisation à Paris d'une conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs qui vise à mobiliser l'ensemble des partenaires de la RDC pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par le conflit à l'Est. Donc ça, c'était un des points, mais nous avons aussi discuté d'autres aspects de la relation bilatérale,
Répondre à l'urgence humanitaire dans le strict respect du droit international humanitaire, une priorité pour la France qui, de l'avis de son diplomate en poste à Kinshasa, compte mobiliser des partenaires et bailleurs autour de la région des Grands Lacs et en particulier dans l'est de la RDC. L'objectif, alors, ce qu'on attend nous et ce que attend la RDC également, c'est une mobilisation pour les populations affectées par le conflit, parce que actuellement les besoins, la situation humanitaire est préoccupante et les besoins ne sont que très marginalement satisfaits. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de rappeler les principes du droit international humanitaire et de surtout travailler à la liberté d'accès, la liberté de travail des organisations humanitaires qui rencontrent aujourd'hui beaucoup d'obstacles en raison de l'attitude des autorités de fait. Donc les agences des Nations Unies, les ONG sont entravées dans leur mission. Et donc, un des objectifs de la conférence de Paris, c'est de rappeler le droit. Dans la suite des audiences, le président de la République a reçu le chargé d'affaires du Qatar en RDC, Shafi Newami Al-Hadjri, est venu louer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le diplomate qatari a également annoncé au chef de l'État la visite dans les tout prochains jours du prince héritier du Qatar à Kinshasa. Je l'avais annoncé. La RDC rejette la condamnation contre son autorité morale Joseph Kabila et exige la tenue d'un dialogue inclusif sous la médiation conjointe de la SENCO et l'ECC. Je vous laisse suivre le commentaire de Didier Ilunga qui a été témoin de l'événement. Faisant la restitution des travaux du premier conclave des forces politiques et sociales, Seth Kikouni a expliqué devant la presse, au nom du mouvement Sauvons la RDC, que la rencontre visait à analyser la situation actuelle du pays et à proposer des pistes pour restaurer l'autorité de l'État, rétablir une démocratie véritable et favoriser la réconciliation nationale. Selon lui, la République démocratique du Congo traverse une crise multiforme imputable à l'irresponsabilité du régime de Félix Tshisekedi, marquée par la crise de légitimité, la guerre à l'Est, la mauvaise gouvernance, la corruption, le surendettement et la dégradation des conditions sociales. Cette crise a généré, au plan politique, une contestation systématique de la légitimité des institutions en place. Sur le plan sécuritaire, le pays est morcelé. L'Est est en guerre. L'Ouest est en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. Mené dans l'opacité et sans volonté réelle de paix, les négociations échouent à stopper l'hémorragie. Sur le plan économique et social, le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée. La plateforme politique Sauvons la RDC a rejeté la condamnation de son autorité morale, Joseph Kabila, et a exigé l'organisation d'un dialogue inclusif sous la médiation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Rappelons que cette nouvelle plateforme rassemble RDC, pays solution, le Congo revendique le statut de sauveur de la planète contre le réchauffement climatique. À quelques jours de la tenue de la conférence climatique COP30 prévue au Brésil, le pays affûte son arsenal de programmes environnementaux en vue d'attirer plus de ressources financières. Parmi ces programmes, on parle de La Forêt, c'est nous, un programme expliqué par Marie Nyangué, ministre de l'Environnement, qui explique également le concept de nouvelle économie du climat autour de laquelle la RDC construit sa politique environnementale. Suivez. Ce programme, La Forêt, c'est nous, vient compléter le premier programme 1 milliard d'arbres. Il vient aider l'État à avoir un cadre de coordination, de monitoring pour suivre ce qui se fait sur terrain de manière à s'assurer vraiment des résultats escomptés. Et donc, c'est complémentaire, je peux dire. Donc, ce programme va dans la continuité, mais il amène un élément
qui apporte la valeur ajoutée, c'est la coordination et le leadership que l'État va assurer dans les domaines de la foresterie et de l'environnement. Aujourd'hui, vous savez tous que les forêts sont à ce jour l'unique solution au problème du changement climatique. Et de ce fait, il s'est créé un marché qu'on appelle marché carbone. Donc, le fait de capter les gaz à effet de serre, disons de séquestrer les gaz à effet de serre, vous donne droit à un paiement. Et on part du principe de celui qui pollue paye. Alors, il y a tout un marché qui est en train de se mettre en place. Et le président de la République, ayant compris cela, il a mis en place l'AREMCA, qui signifie l'autorité de régulation des marchés carbone au Congo. Et cette structure va travailler pour réguler ces marchés-là, de sorte que personne n'aille jouir de nos forêts à notre dépens. Et dans l'économie du climat, il y a des fonds à travers le monde qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller capter. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont battu leurs recherches technologiques sur ces domaines-là. Et aujourd'hui, il y a la technologie qui permet, par exemple, de vous dire, dans cette forêt-là, on peut capter autant de gigatonnes ou autant de tonnes de carbone. Et cela vous donne droit de mettre cette capacité-là sur les marchés pour avoir un paiement. Le ministère de l'Environnement annonce par ailleurs l'ouverture de la Semaine nationale du climat, un cadre de concertation des parties prenantes en vue de peser dans le débat lors de la conférence climatique COP 30. Le gouvernement congolais et le consortium Sino-Congo Spécial Zone ont signé une convention pour l'extension de Kinshasa vers la commune de Maluku. Le projet prévoit la construction d'une cité industrielle de 75 km² avec un investissement de 12 milliards de dollars américains et la création de milliers d'emplois dans Momat. Le projet d'extension de Kinshasa a été officiellement lancé ce jeudi. La convention lie le gouvernement de la RDC au consortium Sino-Congo Spécial Zone pour la construction d'une cité industrielle dans la commune de Maluku. La cité industrielle s'étendra sur 75 km² dans sa première phase. L'ensemble du projet d'extension de la ville de Kinshasa couvrira 430 km². L'investissement total est estimé à 12 milliards de dollars américains et se déroulera en plusieurs phases sur une dizaine d'années. On a choisi de commencer par la cité industrielle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait déjà une exigence de Conseil de ministres qui voulait à ce qu'on puisse améliorer nos capacités intrinsèques de production pour avoir des matériaux de construction à moindre coût qui permettra évidemment d'améliorer nos performances. Le projet vise à décongestionner Kinshasa et à créer un nouveau pôle économique. Il est centré sur l'emploi, la production et la formation de la jeunesse congolaise. Pour faire face aux nombreux défis auxquels est confronté le futur de la ville de Kinshasa, à savoir la pression démographique croissante, le désordre urbain, le manque d'emplois formels, les embouteillages et les problèmes de mobilité, la faiblesse du tissu industriel, et j'en passe, le gouvernement de la République ambitionne de faire du projet d'extension de la ville de Kinshasa un projet à vocation économique, industrielle, sociale. C'est l'emploi qui va se dégager pour multiples Kinois, mais également c'est des mondes de Kinshasa qui sont résolus par ce projet d'extension. Les problèmes d'embouteillage, mais également l'urbanisation planifiée. Donc, il n'y aura plus d'urbanisation sauvage. Les 3 premières phases dédiées à la construction et au développement s'étaleront sur 3 à 5 ans chacune. La phase finale, axée sur la modernisation, durera 10 ans. La cité industrielle devrait couvrir 30% des besoins quotidiens de Kinshasa et renforcer la transformation locale de produits aquacoles, forestiers et agricoles.
Et pour approfondir ce sujet, nous accueillons ici en plateau Dieudonné Mouanali, journaliste ici à Géopolis Forum. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilonga. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum, spécialisé de questions économiques. Alors la question que je vous pose, pourquoi le choix de la commune de Maluku alors que la ville de Kinshasa compte 24 communes? Merci pour la question. Kinshasa est considérée à juste titre comme l'une des villes les plus chères d'Afrique et où il est difficile d'y circuler sans rencontrer des embouteillages monstres ou des bouchons. Aujourd'hui, il se pose un sérieux problème de mobilité dans la capitale congolaise et la commune de Maluku, située dans la partie est de Kinshasa, compte 7948 km², couvrant une superficie de 79% du territoire provincial. Et sa population de Kinshasa. Sa population estimée en 2005 à 200 000 habitants par le programme des Nations Unies pour le développement nous donne une densité par habitant au km² de 25 personnes. C'est encore une commune vierge, pour ne pas dire vide, où il y a 80% de la superficie de la capitale congolaise qui est inoccupée. À l'heure actuelle, cette commune est au centre des enjeux provinciaux, nationaux, même internationaux. C'est à Maluku sera jeté le pont Kinshasa-Brazzaville après la construction du port en eau profonde. C'est à Maluku aussi où se développent des projets économiques comme les zones économiques et spéciales. Et c'est à Maluku aussi que certains cabinets conseils du gouvernement congolais, les paysagistes, les sociologues, les environnementalistes, les urbanistes, les architectes, pour ne citer que ces catégories professionnelles, proposent au gouvernement central d'y construire une nouvelle ville afin de désengorger l'ancien Kinshasa. Objectif, créer d'emplois, délocaliser certains services publics qui s'entassent dans la seule commune de la Gombe. Et autre chose, développer un nouveau cadre de vie et puis des infrastructures modernes comme on le voit dans d'autres capitales africaines en pleine extension comme Dakar, Abidjan, Caire en Égypte, Dar es Salaam, et je m'arrête là, il y a beaucoup de capitales. Voilà, autant dire que Maluku c'est un pôle économique important. Dieudonné Mouanali, cet éclairage. Merci pour votre invitation. On va donc poursuivre avec ce journal pour vous faire savoir qu'à Kinshasa, la police nationale congolaise affirme avoir arrêté les présumés auteurs de récents braquages survenus dans la capitale, notamment à Bibois et au magasin Sosimex. Ces suspects ont été présentés à la presse par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Reportage dans Mat. Ils sont désormais entre les mains de la police nationale congolaise. Ces individus sont accusés d'avoir pris part au braquage de Bibois et du magasin Sosimex dans la commune de Lansélé. Présenté à la presse par le général Israël Kantou, ces présumés malfrats auraient causé d'importants dégâts et la mort d'une personne. Ces 3 derniers jours, au travers la ville provinciale de Kinshasa, il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabé, où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibois. Alors la police étant sur les trousses des civiques, nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. La PNC promet de poursuivre la traque d'autres complices et appelle la population à collaborer avec les forces de l'ordre. Nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, aux services de sécurité et de défense, parce que nous sommes en train de travailler pour leur intérêt et à cela, demandons à ceux qui puissent collaborer. Ces présumés braqueurs seront bientôt déférés devant la justice. Pour la police, ces arrestations constituent un signal fort. La lutte contre la criminalité urbaine se poursuit et aucun criminel ne restera impuni.
À Kinshasa, justement, comme dans le monde entier, le 24 octobre de chaque année est célébrée et commémorée la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. En RDC, selon Lokole, biologiste et chef de laboratoire de polio à l'Institut national de recherche biomédicale en RDC, les statistiques de la polio sont en baisse comparativement à l'année dernière. La poliomyélite est un fléau qui peut être évité. Suivons à ce sujet le chef de laboratoire de polio de l'INRB. En République démocratique du Congo, le virus polio sauvage n'existe plus ou n'est plus en circulation depuis un certain temps. Et je sais qu'il y a une diminution du nombre de cas de virus dérivés pour cette année 2025 par rapport à l'année passée 2024. Il y a un progrès qui est fait au niveau de n'est-ce pas, ces rendements ou bien ces indicateurs de surveillance pour garder un peu haut la chance, n'est-ce pas, de diminuer ou bien d'éradiquer définitivement. Mais la maladie, elle est causée par le virus, n'est-ce pas, polio, qui rend la personne, n'est-ce pas, invalide, si vous voulez, et il n'y a pas de traitement. On peut juste soulager, n'est-ce pas, le souffrance ou bien cette invalidité par des pratiques au niveau des centres pour handicapés physiques. Et donc, c'est une rééducation, pas une rééducation, mais la maladie n'est pas guérissable. La poliomyélite, c'est une maladie des mains sales, donc la population devrait prendre soin de l'hygiène, n'est-ce pas, l'hygiène alimentaire et assainir l'environnement. Et surtout, essayer d'amener les enfants à prendre les vaccins antipoliomyélitiques. Ça permet de les protéger contre une éventuelle contamination par le virus. Le monde célèbre la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. En République démocratique du Congo, cet événement revêt d'une dimension particulière. Face à la montée de la désinformation, promouvoir l'éducation aux médias et à l'information n'est plus un simple choix, mais une réelle nécessité pour construire une société bien informée et responsable. Rosie Kiyoyo pour plus de détails. Célébrée partout dans le monde, cette semaine a pour objectif de sensibiliser le public et de célébrer les progrès accomplis en matière d'éducation aux médias et à l'information. En République démocratique du Congo, cette journée revêt une dimension particulière. L'essor des médias sociaux a donné à chacun la possibilité de transmettre de l'information. Cependant, pour que cela se fasse de manière responsable, l'autorité des régulations du secteur médiatique, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, privilégie la sensibilisation du public comme l'explique Christian Bossembe. Je dirais que nous avons au départ des directives et nous avons une loi qui nous sert de boussole et cette loi fixe la règle ou les règles du jeu. Alors en ce moment, une fois que les règles sont dictées, nous procédons par la sensibilisation et nous le faisons par paliers. Nous l'avons fait avec les TikTokers, c'est-à-dire les créateurs de contenu sur les plateformes TikTok, YouTube et le reste. Nous l'avons fait avec des journalistes et des directeurs de production et des programmes. Nous avons essayé de sensibiliser tout le monde. Et là même, récemment, on a eu à sensibiliser les acteurs, comédiens, parce que pour nous, ce sont des créateurs de contenu. Nous essayons donc de parler à toutes ces personnes de respecter les normes internationales, mais surtout les lois nationales à la matière. Quoi diffuser, qu'est-ce qu'il faut diffuser, comment faut-il le faire. Nous essayons de, on va dire, éduquer, peut-être c'est trop fort le terme, mais sensibiliser sur les bonnes pratiques des médias et les bonnes pratiques de la presse. Il est impossible de parler d'éducation aux médias et à l'information sans évoquer les secteurs journalistiques. Face à la montée de la désinformation qui menace la crédibilité des médias, certains organes comme Top Congo investissent dans la formation continue de leurs équipes afin de mieux outiller leurs journalistes. J'ai vécu plusieurs fois cette expérience. On se bat pour comparer les expériences avec d'autres. On écoute beaucoup les autres, on se ressource en termes de formation beaucoup chez les autres, au Congo, mais aussi, mais ou surtout à l'extérieur du pays.
Mes journalistes ont eu à de nombreuses reprises à la charge de Top Congo, ça c'est, et je tiens à le préciser, à faire des stages dans des grandes rédactions pour que l'on se tienne bien au fait de ce qui est désormais la règle dans cette lutte contre les fake news. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'attention, ne pas se laisser attirer par le chant des sirènes, toujours tout vérifier. Je crois que c'est la clé pour éviter ces fake news. Dans un monde où les médias et l'information façonnent l'opinion publique, la désinformation constitue une menace réelle. Promouvoir l'éducation aux médias et à l'information n'est donc plus un simple choix, mais une nécessité. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI remporte le prix spécial de l'Association mondiale des agences de promotion de l'investissement en 2025. Une distinction internationale qui salue ses innovations numériques, son accompagnement stratégique et ses réformes en faveur du climat des affaires sous la direction de la directrice générale Rachel Pungulwamba. L'agence positionne la RDC parmi les destinations d'investissement les plus attractives d'Afrique. Plus de détails avec Dieudonné Boinali. Grâce à ses innovations numériques, son accompagnement stratégique et son plaidoyer en faveur d'un climat des affaires attractif, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, s'est distinguée lors de la remise des prix aux meilleures agences membres de l'Association mondiale des agences de promotion de l'investissement en décrochant le mercredi 22 octobre dernier aux Émirats arabes unis les prix spéciaux de distinction honorifique des meilleures agences africaines de promotion des investissements. Sous le leadership de sa directrice générale, Madame Rachel Pungulwamba, l'ANAPI s'impose comme un acteur clé de la modernisation économique et de la compétitivité de la République démocratique du Congo. Désormais reconnue parmi les destinations d'investissement les plus prometteuses d'Afrique. Grâce à une approche participative impliquant les patronats congolais, le secteur privé et la société civile, ce plaidoyer a conduit à la promulgation de la loi numéro 23/061 du 10 octobre 2023 et à la digitalisation des procédures judiciaires via les décrets numéro 25/12 du 24 mars 2025 et l'arrêté numéro 571/2025. Ces réformes marquent une avancée majeure dans la transparence, la rapidité et la fiabilité du traitement des affaires commerciales en RDC. Place à présent à la page internationale. Grâce à une production annuelle de 798 000 onces, la mine d'or d'Afo au Ghana est arrivée première au classement des plus grandes mines d'or d'Afrique. Un statut qu'elle peut théoriquement défendre plusieurs années avec l'entrée en production d'Afo North, un gisement satellite. Blaise Tokozola. La mine d'Afo, la plus grande du Ghana, a affiché une production de 145 000 onces au troisième trimestre 2025, selon le rapport opérationnel publié par son opérateur Newmont Corp le jeudi 23 octobre 2025. Ces résultats marquent une baisse de 31% par rapport aux 213 000 onces déclarées par la même période en 2024. Un recul en glissement annuel qui cadre néanmoins avec les prévisions initiales de la société américaine qui anticipait une diminution de volume extrait au deuxième semestre de l'année après une hausse annuelle de 7% au premier semestre de l'exercice en cours. Avec ces résultats, la production cumulée depuis le début de l'année atteint désormais 547 000 onces d'or. Bien qu'on ignore encore les résultats visés au quatrième trimestre où les premières contributions du glissement à Afo North sont attendues, Newmont prévoit aussi la production en 2025. Le groupe table sur 670 000 onces l'ensemble de l'année contre 798 000 onces
onces livrées en 2024. Notons que la performance de l'année passée avait permis à Ahafo de se hisser au premier rang de plus grandes mines d'or d'Afrique. Pour autant, un rebond de la production est attendu à moyen terme sous l'impulsion d'Ahafo Nord, entré en service fin septembre dernier. Ces gisements satellites d'un coût estimé à 950 millions de dollars devraient en effet former avec Ahafo un complexe aurifère capable de produire 850 000 onces d'or par an. Pour rappel, l'État ghanéen détient une participation de 10% dans le capital du projet contre 90% pour Newmont. De l'Afrique de l'Ouest, rendons-nous en Afrique centrale, au Gabon précisément, où le gouvernement renforce l'intégration nationale dans le secteur pétrolier qui a pesé près de 42% de PIB en 2023. Dans un pays où le chômage a dépassé le 20% des actifs en 2024, le secteur occupe une place stratégique pour l'économie et l'emploi. Encore une fois, Blaise Tokozola. Au Gabon, le gouvernement prévoit une série de mesures destinées à mettre fin à la précarité de l'emploi dans le secteur pétrolier. Lors d'une séance de travail tenue mardi 21 octobre à Libreville, les ministres du pétrole et du gaz, Sosten Ngema et du travail, Patrick Barbera Isaac, ont échangé avec les représentants de l'Organisation nationale des employés du pétrole, de l'Union pétrolière gabonaise et de la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon. Cette rencontre visait à améliorer les conditions de travail et à instaurer un cadre plus équitable pour la main-d'œuvre nationale dans le secteur des hydrocarbures. Au centre de discussion figure la question de contrats renouvelés chaque mois, une pratique que le ministre du pétrole a qualifiée d'inacceptable. Il a exigé leur suppression immédiate et fixé un ultimatum au 31 décembre 2025 pour leur mise en conformité. Le gouvernement souhaite que les entreprises pétrolières, y compris les sociétés de sous-traitance, régularisent leurs employés à travers des contrats à durée déterminée, plus longs ou à durée indéterminée. Il s'agit également de réduire les écarts de traitement entre salariés gabonais et expatriés. Pour vérifier la mise en œuvre des directives, rapportent le média locaux, une mission d'inspection sera déployée de novembre 2025 dans la province de l'Ougoué-Maritime, principale zone d'exploitation du pays. Le ministre concerné ont indiqué qu'une nomenclature de sociétés des services et des placements de personnel sera élaborée. Un arrêté conjoint encadrera le salaire selon les catégories professionnelles afin d'uniformiser les pratiques et de garantir la transparence dans la gestion de ressources humaines. Cette initiative intervient alors que le syndicat dénonce régulièrement des inégalités salariales et des retards de paiement. Des revendications au cœur de tensions sociales dans un secteur qui emploie plusieurs milliers de Gabonais, mais où la sous-traitance continue d'alimenter la précarité. Le ministre du Pétrole a réaffirmé que la promesse présidentielle visant à restaurer la dignité des travailleurs nationaux. Le mois dernier, le gouvernement a également décidé de remplacer progressivement les travailleurs étrangers par des Gabonais dans les métiers de la distribution pétrolière. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse sélectionnée et commentée par Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Commençons avec Géopolice Hebdo qui a consacré tout un dossier à la question de l'intégration régionale. Vers une OPEP de minerais s'interroge les tri-hebdomadaires. La RDC, écrit-il, a lancé un appel historique à Genève lors du Forum mondial sur les matières premières, plaidant pour la création d'une organisation des pays producteurs et exportateurs des minerais stratégiques OPPMC. L'objectif pour la RDC est de défendre les intérêts des pays producteurs, de stabiliser les marchés mondiaux, de garantir un approvisionnement régulier et d'assurer des revenus équitables aux populations. Toujours dans les registres économiques, dans son article intitulé RDC, les CAF opportunités, avancées et défis pour une intégration économique durable, Géopolice détaille l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine, ratifiée en avril 2022. La stratégie nationale adoptée en décembre 2024 met l'accent sur le développement industriel et la transformation locale des ressources. Toutefois, des défis majeurs subsistent, notamment un faible taux d'industrialisation, des infrastructures inadéquates et une dépendance aux exportations des matières premières brutes. Dans le contexte macroéconomique, Impact News signale une réunion présidée par Félix Tshisekedi pour harmoniser la conjoncture économique nationale alors que la monnaie nationale regagne du terrain. Selon Forum 2As,
des mesures ont été arrêtées afin que la stabilisation du franc congolais se traduise par une amélioration du pouvoir d'achat, incluant le contrôle des prix et la concertation avec le secteur privé. Info 27 ajoute qu'une réunion sera prochainement présidée par la première ministre pour garantir que la stabilité monétaire ait un impact concret sur le panier de la ménagère. Sur le plan énergétique, la référence plus évoque la pénurie temporaire de carburant à Kinshasa liée à l'arrêt momentané du pompage de produits pétroliers. Le ministère des hydrocarbures assure que la situation sera rapidement rétablie. Par ailleurs, la prospérité rapporte qu'en prévision de la COP30 au Brésil, le gouvernement congolais met en place des initiatives pour consolider son leadership climatique et attirer les financements nécessaires à la préservation du patrimoine écologique du pays. Sur le plan géopolitique, la manchette décrit les reculs de l'influence française en Afrique. Autrefois maître du jeu, Paris voit son précaré contesté par une diplomatie sino-russe audacieuse et pragmatique. Les pays africains réaffirment leur souveraineté et diversifient leurs partenariats internationaux. Pour conclure cette revue de presse, revenons à Géopolis qui propose le portrait de Daniela Kalala, étoile montante de la télévision congolaise. Économiste de formation, elle impose sa voix grave et douce sur les antennes de la chaîne, alliant rigueur intellectuelle et vulgarisation économique. Intervenante régulière dans plusieurs émissions d'analyse économique, elle réussit à faire dialoguer le chiffre avec le quotidien, incarnant une stabilité intellectuelle et un professionnalisme rare. C'est par ces portraits que l'on met fin à cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. La plateforme politique Sauvons la RDC rejette la condamnation de son autorité morale, Joseph Kabila, et exige un dialogue inclusif sous la médiation de la SENCO. Vous avez suivi Seth Kikouni, porte-parole de ce regroupement politique. Vous l'avez... Chaque 24 octobre, le monde s'unit pour lutter contre cette pathologie. À l'international, vous l'avez suivi au Gabon, le gouvernement renforce l'intégration nationale à travers le secteur pétrolier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.